Jeffrey Epstein, un nom qui rime avec scandale, sexe, manipulation. On connaît la façade. Un milliardaire, propriétaire d'une île privée, entouré de célébrités, de princes, de politiciens. On connaît son arrestation, puis sa mort en prison. Officiellement un suicide, officieusement un silence gênant. Mais ce que l'on ignore encore, c'est l'ampleur du réseau. Les carnets d'Epstein contiennent des centaines de noms, des politiciens américains, des figures de Wall Street, des célébrités hollywoodiennes, et même des membres de famille royale. Ce qu'on sait aussi, en 2008, Epstein a bénéficié d'un accord secret avec le procureur Alexander Acosta. Un sweet heart deal qui l'a sorti de prison après seulement 13 mois, alors que les preuves contre lui étaient accablantes. Pourquoi? Qui a passé ce deal? Qui a donné le feu vert? Patel l'affirme, ce péché originel est au cœur du système et lui veut l'exposer. Si ces dossiers sortent vraiment, si les noms sont publiés, alors le monde entier verra que l'affaire Epstein n'est pas un scandale isolé. C'était une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un puzzle de manipulation, de services secrets, de compromission d'élite mondiale. On pourrait croire que ces affaires sont séparées, Durham, Arctic Frost, Burisma, Epstein, mais si on tire le fil, elles mènent tous au même endroit, un réseau mondial de pouvoir, d'argent et de contrôle. Prenons George Soros, un financier, mais surtout un influenceur politique, des milliards investis dans des ONG, des fondations, des campagnes, toujours dans une direction, fragiliser les États-nations, affaiblir les conservateurs, financer les révolutions de couleur en Europe de l'Est et ailleurs. Et devinez quoi, Soros a des liens financiers avec l'Ukraine, avec des acteurs proches de Burisma et même avec des réseaux politiques américains. Regardons maintenant la CIA et le Mossad. Patel a dit Epstein n'était pas un agent du FBI. Alors qui? Beaucoup soupçonnent le Mossad israélien. Pourquoi? Parce que l'âme du chantage sexuel est une vieille méthode de renseignement. Compromettre les leaders, les piéger, les filmer, puis les tenir en laisse. Et Epstein, avec son île, ses caméras, ses invités VIP, était une machine parfaite pour ça. La Clinton Foundation maintenant, un autre fil, des dons massifs venus d'Ukraine, du Qatar, de pays africains, toujours sous couvert d'aide humanitaire, mais derrière des contrats, des deals énergétiques et selon certains documents, des liens indirects avec Burisma. N'oublions pas non plus que Bill Clinton a volé plusieurs fois dans le jet privé d'Epstein, le fameux Lolita Express. Et tout ça réapparaît maintenant, avec Trump de retour à la Maison Blanche, une annexe Durham réouverte, avec Arctic Frost exposé, avec des dossiers Biden et Epstein remis sur la table. Alors, posons la vraie question. Sommes-nous en train d'assister à l'effondrement d'un réseau mondial, un réseau qui mélange argent, renseignement, corruption politique et exploitation humaine? Ou va-t-on encore une fois voir les puissants refermer la porte, étouffer les révélations et sacrifier quelques boucs émissaires pour sauver la pyramide? Une chose est certaine, ce n'est plus une question d'Amérique, c'est une question mondiale. Et ce qui va sortir de cette cage pourrait bien emporter tout un système avec lui. Est-ce que vous, on a menacé votre existence? Bien sûr, pendant longtemps. De beaucoup de manières différentes, mais bien sûr. Pourquoi je suis restée longtemps, des années, sans parler, où j'écrivais. Au jour d'aujourd'hui, on m'a proposé de faire un livre, je me suis aperçue que j'ai 3 tomes, c'est-à-dire 3 livres, où je peux... Que vous n'avez pas publié encore? Du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'écrivais tout ça pas pour faire un livre. Hein. J'ai eu envie de faire un livre avec toutes ces histoires des survivantes. Mais avant, non, j'écrivais ça au cas où il m'arrive quelque chose. Pour que ma famille, pour que mes descendants soient au courant de ce qui se passe dans ce monde. Mais en aucun cas pour faire un livre. Aujourd'hui, je veux en faire un. Chère Stéphanie, tu voulais rebondir? Oui, je repense à quelque chose que disait une ou plusieurs survivantes que je trouve très juste. À mon avis, c'est vraiment le cœur de ce qui protège les pédocriminels et les réseaux. C'est que souvent, je crois que ces criminels vous disent... de toute façon, c'est tellement énorme ce que vous allez dire que personne ne vous croira jamais. Et en fait, c'est ça, je crois, leur meilleure protection. C'est-à-dire que les gens en sortent ça, c'est tellement... Bah, c'est sûr que énormissime. Donc les gens disent, c'est vrai qu'il faut dire les choses. C'est pas possible. Dire j'ai été violé par Mitterrand. J'étais bébé ou par Mitterrand. Là, 9 personnes sur 10 ne vont pas vous croire. Ouais, vous allez passer pour une mythomane. Oui. Encore un concept psy, après j'arrête. Mais non, vous êtes justement là pour ça. Ça s'appelle la dissonance cognitive et c'est Léon Festinger qui a développé ça. Il l'explique très bien que quand on a une croyance, en fait, par exemple, les institutions sont bonnes, Mitterrand c'est le président de la République, il ne peut pas faire ça. Les gens déconnectent et ne peuvent pas admettre la chose. Ils
refuse cette réalité-là parce que c'est trop anxiogène. Bien sûr. Donc le monde, il est censé être sécurisant. On ne peut pas imaginer qu'un chef d'État puisse commettre des abominations, ou même par exemple qu'un chef d'église, par exemple, comme vous savez, il y a eu beaucoup d'affaires dans l'église. Vous avez connu ça également. Oui, moi et mon frère, on a connu. J'étais enfant de cœur et tous les dimanches, on se faisait violer. Voilà. En nous disant que c'est Dieu qui demande à qu'on se fasse violer. Le sentiment que j'ai aujourd'hui en France, c'est que la classe dirigeante, et ça, il y a une raison à ça, la classe dirigeante, c'est une classe dirigeante de trouillards. C'est une bande de trouillards. Trouillards de quoi? Ils ne veulent pas s'attaquer aux vrais problèmes. C'est pas normal qu'en 2025, toutes les années Macron, il faut regarder la courbe de l'insécurité, par exemple, pour parler que de l'insécurité. C'est pas normal en France. C'est pas normal d'avoir une justice qui soit aussi gangrénée. C'est pas normal en France que la victime soit coupable et le coupable soit victime. J'ai fait 1 mois au Texas, je te promets, tu rentres dans la maison d'un Texan, il tire dessus, il va au tribunal et il ressort indemne. D'accord? Et encore, le Texas, c'est pas le pire. Tu vois? Ici, la violation de domicile, il faut que tu fasses attention, il faut limite que tu lui serves le café. Les squatteurs. Non, mais- Squatteurs. Ouais. le squat. Donc, pour en revenir, pour pas s'éloigner du sujet, pour en revenir à ta question, ce que je retrouve du Liban, mais rien du tout. Rien du tout. Au Liban, on a un pays qui fait 10 452 km². Il y a 17 communautés religieuses. Il y en a plusieurs chez les chrétiens, plusieurs chez les musulmans et la communauté druze. Tu sais pourquoi tout le monde vit ensemble? Tout le monde vit ensemble, c'est-à-dire on fait les ramadans avec les autres, ils font les Noëls avec nous, tu vois, les uns avec les autres. Ça se marie comment ensemble c'est et ça vit ensemble. Si tu veux rester chrétien, reste chrétien. Si tu veux rester chrétienne, reste chrétienne. Il n'y a pas de problème. Et si tu veux rester musulman, reste musulman et vice-versa. Il n'y a aucun souci. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas Mélenchon, on n'a pas Zemmour. Mais je vais te le dire comme je le pense. On n'a pas un mec. On n'a pas un mec qui surfe sur l'islam et on n'a pas un autre type qui surfe aussi sur l'islam et la haine du musulman. Ça, c'est les deux choses. D'accord? Qu'ils nous foutent la paix et je te promets que tout le monde vivra ensemble. Normalement. Donc ça, c'est quelque chose, tu vois, que je ne retrouve pas par rapport au Liban aussi. Au Liban, tu sais, on nous a collé une guerre civile sur le dos. Mais la guerre, elle n'a jamais été une guerre civile. Elle n'a pas commencé comme ça, la guerre au Liban. La guerre du Liban, elle a commencé par le fait que des Libanais ne voulaient pas se faire chasser de chez eux. C'est tout. La deuxième chose, ici, en France, là, mais je suis désolé, on ne peut pas avoir des partis politiques qui viennent nous expliquer que la police tue, que la police fait des violences et compagnie. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes des politiciens, que les gens le disent, c'est un fait. Mais vous, en tant que politicien, vous devez nuancer ces propos. Puisque quand vous portez ces propos-là, qu'est-ce qui se passe? Vous décrédibilisez tout et vous incitez à plus de violence. Comme on ne peut plus tolérer, si tu veux, qu'on ait une justice qui considère la victime coupable et le coupable victime. Absolument. Moi, je veux dire, chaque père de famille a des gosses et il a peur pour ses gosses aujourd'hui. La seule solution, c'est quoi? C'est le Frexit? Pour moi, dernière question là-dessus. Pour moi, la seule solution, ça passe par un Frexit. Oui. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Encore une fois, c'est le début de la chose, parce qu'il y aura d'autres choses à faire, hein, évidemment. On peut voir avec l'Angleterre, enfin, la Grande-Bretagne est sortie, mais ensuite, il faudra aussi dégager la caste qui va faire en sorte, de toute façon, que même si vous sortez, qui vont continuer à vous entuber, pardon. Mais il faut sortir. Mais la première étape, c'est de sortir de l'Union européenne. Ça veut dire que, Antoine, je comprends bien, c'est-à-dire que la survie de la France passe par le Frexit aujourd'hui, selon toi? Oui, complètement. Complètement. Complètement, puisque c'est une institution qui est faite pour détruire la France. On pouvait dire ça il y a quelques années en disant maintenant on peut le voir que c'est vrai. On le voit. On sacrifie notre agriculture pour les automobiles allemandes. On le sait, ça. Là, le Mercosur, on ne peut pas nous dire que le Mercosur est quelque chose qui va défendre les Français. On sait très bien que c'est fait pour. Voilà. Donc, il faut absolument sortir de cette institution qui est faite pour tondre la France. C'est fait pour nous tondre jusqu'à la dernière once de laine qu'on est. Donc, non, bien sûr qu'il faut sortir. Et en plus, on ne peut rien faire à l'intérieur. 70% des lois françaises viennent de règlements ou directives européennes. Si vous faites quelque chose, j'entendais le référendum sur l'immigration. Je ne suis pas contre. Très bien. En plus, c'est un référendum. Le problème est que dans le cadre de l'Union européenne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque la politique migratoire, c'est l'Union européenne. Donc, même si vous quand le RN, même la LFI sur d'autres sujets, la gauche sur d'autres sujets,
Cancan, Cascaille, Palabre, Ségauzy, Satrape du Col sur les plateaux télé à l'Assemblée, tout du ça théâtre. ne repose en fait sur du sable, puisque sans sortir de l'Union européenne, on ne pourra pas avancer le début de quelque chose, on est d'accord? C'est du théâtre. Proposer un référendum sans sortir de l'Union européenne, c'est n'importe quoi. Hmm. Pour une raison simple, c'est que déjà, ils peuvent l'annuler. Et je prends pour le référendum sur l'immigration, pour un truc très simple, c'est qu'un référendum avec l'article 11, même s'il passe, la loi qui en découle, la loi n'est que au même niveau qu'une loi votée par le Parlement. Elle n'est pas au-dessus, même si c'est un référendum. Donc, l'affaire irait devant le Conseil d'État, par exemple. Le Conseil d'État pourrait décider de l'annuler Oui. par rapport aux traités européens. Voilà. Donc, tant que vous ne sortez pas de cette union, de l'Union européenne, toutes ces lois-là, c'est peau de zob. C'est du théâtre, c'est joli à dire, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne sera jamais suivi d'effet puisque l'institution est tellement puissante que, voilà, que ce soit par ses règlements, etc. Mais il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne qui nous impose, Oui. qui nous impose des choses, etc. Donc oui, on est dans un cadre. De toute façon, c'est comme disait Seguin, la souveraineté, c'est soit on l'a entièrement, soit à partir du moment où on se partage, c'est qu'on l'a plus. J'ai une page, je ne sais pas si vous pouvez la montrer. J'ai une page qui s'appelle 14 apparitions ou 14 Gabriel, où vous avez 14 les plus, enfin selon moi, voilà, les plus beaux tableaux mettant en scène Gabriel, apportant l'information, la lettre, le telex, la dépêche à la Vierge, à la jeune Marie. C'est très intéressant. Et moi, je pense que c'est l'archange Gabriel qui aurait dû être nommé le saint patron des journalistes et moins Sainte Catherine de Sienne. Voilà. Sainte Catherine de Sienne, moi je la vois plutôt comme elle aurait pu être la sainte patronne, si je peux dire, de toutes les infirmières et de tous les infirmiers, parce qu'elle a passé sa vie à soigner des gens, alors qu'elle n'était pas du tout formée pour ça, mais parce qu'elle avait la grâce divine et parce que le Christ l'accompagnait, elle soignait qui elle voulait, enfin que le Christ voulait qu'il soit guéri. Ben, voilà. Alors que Gabriel, lui, véritablement, c'est pour moi le véritable saint patron des journalistes, de tous ceux qui écrivent et de tous ceux qui apportent les informations. Je pense même techniquement que l'archange Gabriel devrait être le saint patron de tous les journalistes de presse quotidienne, par exemple. Voilà, c'est un peu l'idée. De ceux qui apportent les nouvelles, en même temps que les facteurs d'ailleurs, parce que les facteurs apportent des nouvelles, même s'ils n'en font pas le contenu. C'est la grande différence principale. Et c'est pas du tout par hasard que Saint-Michel est devenu le saint patron de toutes les unités combattantes dans l'armée. Bien entendu. Donc il y a une différence fondamentale, juste, c'est vraiment... D'un côté, vous avez l'esprit, c'est Gabriel, et de l'autre côté, vous avez, si je peux dire, la force, c'est Saint-Michel. Voilà. Ensuite, vous avez Raphaël, qui lui vous prépare les choses à l'avance, c'est vraiment ça qu'il fait. Et ensuite, vous avez Uriel, bien entendu, alors que lui c'est vraiment encore autre chose. On en a parlé ensemble, on les renvoie à notre vidéo et surtout au dictionnaire des anges. Mais on voit bien, si vous voulez, que chaque archange a son domaine de prédilection. Je n'utiliserai pas le terme de spécialité, mais l'idée y est. Oui, c'est un peu comme vous avez, par exemple, je vous donne un autre exemple, un contre-exemple en miroir. Vous avez chez les Grecs, vous avez Mars qui est le dieu de la guerre. C'est-à-dire, alors lui, Mars, c'est l'épée à la main, et puis il va trucider, il va découper les gens en tranches avec son épée. Donc c'est le dieu de la guerre. Mais vous avez un autre dieu de la guerre. En fait, c'est Athéna. C'est la déesse de la guerre, mais c'est la déesse de la raison. C'est-à-dire que elle, c'est la déesse de la guerre pour justement ne pas la faire. Donc c'est l'esprit, vous voyez, d'un côté, et la force de l'autre.